C'est terminé, tout est perdu. La montée de l'extrême droite est inéluctable, je ne peux rien y faire. Voici ce que beaucoup pourraient être tentés de penser au regard de la multiplication alarmante des discours d'extrême droite à travers le monde et des reculs démocratiques largement documentés. D'après le rapport Freedom in the World 2025, la liberté dans le monde a reculé pour la 19e année consécutive en 2024. Le rapport annuel 2025, publié par l'Institut Vedem, révèle que pour la première fois depuis plus de 2 décennies, il y a plus de régimes autocratiques que de démocratie dans le monde. Parmi les 4 principaux facteurs en cause, le directeur de l'Institut identifie la montée du nationalisme et de l'extrême droite dans le monde entier, mais surtout en Europe et aux États-Unis. Il explique « On retrouve des discours autoritaires ou hostiles au pluralisme. De mon point de vue, on peut même aller jusqu'à comparer ces discours d'aujourd'hui avec ceux des années 30. C'est très préoccupant. » Blast documente depuis sa création la percée de ses discours, la montée en puissance des mouvances d'extrême droite partout à travers le monde, qui à certains endroits gouvernent et à d'autres exercent une influence non négligeable sur les gouvernements sans être officiellement au pouvoir. Dans tous les cas, ces mouvements, ces partis, mettent en péril les droits humains et la démocratie. Le philosophe Michael Fossel parle de fascisation du monde, qui affaiblit l'état de droit et renforce un pouvoir oligarchique qui pèse de tout son poids sur les gouvernements. Seulement, si cette documentation et ces recherches peuvent donner l'impression que tout ceci est une fatalité, rien n'est moins sûr. Where there is fascism, there is anti-fascism. Anti-fascism does not exist without fascism. À mesure que les extrêmes droites progressent, les mouvements de résistance se multiplient et se consolident eux aussi. Manifestations, actions de désobéissance, contre-pouvoir institutionnel ou auto-organisation. Nous sommes l'espoir. Nous sommes debout, ensemble. Nous ne sommes pas seuls. Et il ne peut pas s'opposer à nous tous. Racism kills people. And chauvinism destroys our society. And we do not tolerate such violation of human rights. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons vous donner des exemples de résistance qui se développent face à cette mouvance politique à plusieurs endroits du monde. Dans les rues, les tribunaux, les bibliothèques ou les réseaux sociaux, quelle forme prennent ces résistances citoyennes? Réponse dans cette nouvelle émission pour Blast. De nombreuses dynamiques politiques menacent, voire anéantissent les démocraties dans le monde et nous essayons de les documenter au maximum à Blast par le biais notamment des émissions sur l'international dont CDDM. Aujourd'hui, on va vous parler spécifiquement des résistances citoyennes aux extrêmes droites aux États-Unis, en Europe et en Amérique du Sud. Mais où commence et où s'arrête l'extrême droite? C'est une vaste question. Certains parlent de post-fascisme ou encore de moment fasciste pour qualifier ce que nous vivons. Ce sujet était particulièrement difficile à délimiter, car cette thématique a énormément d'implications politiques. Et il a fallu faire des choix. C'est pourquoi nous n'allons pas évoquer ici les causes de la montée de l'extrême droite, sa porosité avec les partis de droite et du centre, ou leur responsabilité immense dans la situation actuelle. La destruction de l'état de droit n'est pas uniquement le fait de l'extrême droite, mais c'est sur cette mouvance que nous allons essayer de nous concentrer dans cette vidéo. Ces dynamiques ont déjà été traitées dans énormément de sujets à Blast, dont on vous met les liens en description, et nous allons continuer à en parler sur cette chaîne. Dans cette émission, nous avons voulu vous parler de celles et ceux qui se dressent avec beaucoup de créativité et de courage face à l'extrême droite. Car si les constats et les analyses politiques sont absolument essentiels, il nous semblait tout aussi important de documenter l'action des citoyens et citoyennes qui refusent ce qui est souvent présenté comme inéluctable. La victoire des extrêmes droites, le recul des libertés, l'attaque aux droits fondamentaux et la violence qui en découle. On parle de résistance, mais il est aussi question de dissidence, de désobéissance, de désertion, d'autodéfense populaire, de solidarité aussi. Le sociologue Michel Kokorev l'écrit dans un article pour AOC en janvier 2025. Ces mobilisations sont en partie invisibles, pas assez documentées, écrasées par les empires médiatiques et leur appareil de propagande inédit, sous haute surveillance et réprimé. C'est la raison pour laquelle nous avons voulu raconter des morceaux de cette autre réalité, trop souvent passée sous silence ou criminalisée. Celle de citoyens et citoyennes qui, par milliers, refusent l'impuissance et agissent pour défendre leur liberté, la démocratie, leurs conquis sociaux et protéger celles et ceux qui sont les premières cibles de cette mouvance politique.
Nous distinguons les pays où l'extrême droite est complètement au pouvoir, comme les États-Unis, des États où l'extrême droite n'est pas officiellement au pouvoir, mais où elle exerce une influence de plus en plus importante. Notamment à cause des partis libéraux qui, en prétendant la combattre, commencent déjà à appliquer une partie de son programme ou adoptent ses discours. Nous ne pourrons de toute évidence pas être exhaustifs dans cette vidéo, mais son objectif est de montrer que l'apathie n'est pas de mise dans la période sombre que nous vivons, qu'il n'existe pas de neutralité face à l'extrême droite, que chaque acte de résistance a plus que jamais un sens et a souvent plus d'impact qu'on ne l'imagine. Le monde ne sera pas détruit par ceux qui font le mal, mais par ceux qui regardent et ne font rien. Cette citation, attribuée peut-être à tort à Albert Einstein, est reprise sur beaucoup de pancartes aux États-Unis et ailleurs, pourrait à elle seule justifier la réalisation de cette émission. La manifestation apparaît dans nos imaginaires comme l'un des premiers moyens de se mobiliser collectivement. Mais on entend souvent que cela ne sert pas à grand-chose. Marcher des heures, fabriquer sa pancarte, imaginer des slogans, ce n'est pourtant pas anodin comme investissement. Une manifestation est avant tout un moyen de se compter, même si la police et les syndicats sont rarement d'accord. Une façon de se sentir moins seul dans son combat, de produire des images marquantes, des messages qui pourront circuler dans les médias ou sur les réseaux sociaux. Un moyen aussi de ne pas se laisser gagner par l'indifférence. Même si les manifestations n'ont clairement pas toujours l'effet escompté et sont de plus en plus réprimées, nombre d'entre elles, souvent combinées à d'autres formes de mobilisation, ont permis des victoires politiques pour les droits sociaux par exemple, ou encore des reculs sur des lois considérées comme injustes. Elles sont loin d'être anodines. Commençons avec les États-Unis, le pays qui a basculé de la façon la plus spectaculaire dans l'autoritarisme en 2025, et sur lequel nous allons forcément passer un peu plus de temps. Ce que nous n'avons pas forcément réalisé depuis la France, c'est que l'opposition à Donald Trump s'est assez vite exprimée, notamment dans la rue, et ce, dès le mois de janvier, juste avant son investiture. Depuis le mois de janvier, si on compare à la période de la première administration de Donald Trump, on a eu à peu près 3 fois plus de manifestations aux États-Unis que lors du premier mandat. En février déjà, les No King's Day, ou Jours sans roi, voyaient le jour. Ces manifestations, désormais célèbres, sont nées d'un mouvement spontané lancé fin janvier sur les réseaux sociaux par le collectif 50-51, pour 50 manifestations, 50 États, une journée. Dès la première journée d'action, le 5 février, plusieurs dizaines de milliers de personnes manifestaient dans une quarantaine d'États. Les gens avaient besoin de se retrouver, confie au journal Le Monde l'une des porte-paroles du mouvement, Sarah Parker. Mais c'est le 17 février 2025, jour férié en l'honneur des présidents états-uniens, que le mouvement a commencé à prendre de l'ampleur. Une centaine de manifestations avaient lieu pour protester contre la dérive autocratique de Donald Trump et l'influence de l'homme le plus riche du monde, Elon Musk, à la Maison-Blanche. Depuis, il y a eu le 4 mars, le 5 et le 19 avril, le 1er mai. Le régime, je refuse de dire l'administration, piétine la Constitution et rien ne l'en empêche. Si nous laissons faire plus longtemps, nous arriverons au point de non-retour. Le 14 juin, le 4 juillet, le 17 juillet, le 2 août et enfin le 18 octobre. Plus d'une dizaine de No King's Day en à peine un an de mandat de Donald Trump. Et certains ont eu un immense succès. Le 14 juin, jour de l'anniversaire de Donald Trump, des millions de personnes ont pris part à cette journée sans roi. Près de 2000 rassemblements ont été organisés pour dénoncer l'autoritarisme du président américain. Trump a été copieusement parodié et moqué. Here today at the No Kings rally. Look at all these people who came out to say happy birthday to me. Des dizaines de femmes se sont déguisées en protagonistes de la Servante écarlate pour dénoncer les reculs des droits des femmes aux États-Unis. En tout, au moins 5 millions d'Américains, sur 340, sont descendus dans les rues pour protester de tous les âges. Les images de ces manifestations ont circulé partout dans le monde, sur les réseaux sociaux, et elles pouvaient être mises en parallèle avec la marche militaire prévue le même jour, qui n'a pas du tout rencontré le même succès. Et ce n'est pas resté cantonné aux frontières des États-Unis. Des marches de solidarité ont eu lieu dans plus de 30 capitales. Paris, Londres, Berlin, comme si une partie du monde avait bien senti que ce combat contre l'autoritarisme dépassait largement les États-Unis. Le 18 octobre 2025, nouveau No King's Day, d'une ampleur jamais vue. 7 millions de manifestants cette fois-ci.
Ces images ne permettent évidemment pas de faire tomber le pouvoir trumpiste, mais elles offrent aux Américains opprimés la possibilité de se rassembler, de développer une solidarité et surtout de garder espoir. De rire aussi un peu. Sur son site, le mouvement citoyen 50-51 écrit « Notre mouvement montre au monde entier que les travailleurs américains ne resteront pas les bras croisés pendant que les plutocrates démantèlent leurs institutions démocratiques et leurs libertés civiles tout en sapant l'état de droit. » Au-delà des manifestations classiques, d'autres mouvements citoyens se sont organisés plus localement. Face au climat de peur et de terreur instauré par l'ICE, la police de l'immigration, qui effectue des raids arbitraires pour remplir le quota de 3000 expulsions par jour, la résistance a elle aussi commencé plus tôt qu'on ne l'imagine. Dès le mois de février 2025, au sud de Los Angeles, une patrouille communautaire s'organisait dans les quartiers pour alerter face à la présence des agents fédéraux de l'ICE. Cuando los encontramos, alertamos a la comunidad con el megáfono, nos vamos en las redes sociales en vivo para que la gente sepa que hay presencia de la migra. Hay familias ahorita que están viviendo con ese miedo y estamos aquí diciendo que no están solos, que estamos aquí en solidaridad con ellos. Pour rappel, l'ICE, ce sont plus de 20 000 agents fédéraux avec un budget de 170 milliards de dollars pour faire respecter les lois anti-immigration de Donald Trump. Selon le New York Times, les arrestations ont doublé depuis le début du second mandat de Donald Trump avec plus de 600 interpellations quotidiennes. 600. Ça équivaut à une arrestation toutes les 2-3 minutes. Ce sont des agents, souvent masqués, qui interviennent violemment, arrêtent des personnes sans papier devant leurs enfants, leurs collègues, des passants, dans les rues, devant les écoles, sur les parkings de magasins, en voiture ou même à leur domicile. Une vingtaine d'agents, pour la plupart cagoulés ou masqués. Ils fouillent dans les jardins, sous les insultes et les colibés. Foutez le camp! Des descentes aléatoires pour cibler tous les sans-papiers, qu'importe qu'ils aient un casier, qu'ils soient recherchés ou non par la police, c'est la nouvelle méthode de ICE depuis un an. Ils n'ont pas de mandat. Vous êtes venus devant l'école juste pour faire ça? Et ces agents agissent souvent au mépris des droits des personnes interpellées et sans mandat, sur la base d'un doute raisonnable, une notion juridique qui flirte avec les limites de la Constitution américaine. Leur méthode violente et traumatisante ne cesse d'être dénoncée par les défenseurs des libertés, mais aussi certains politiques. Donald Trump's modern-day Gestapo is scooping folks up off the streets. They're in unmarked vans, wearing masks, being shipped off to foreign torture dungeons. No chance to mount a defense, not even a chance to kiss a loved one goodbye. Just grabbed up by masked agents, shoved into those vans and disappeared. Sourde à toutes ces inquiétudes, la Maison-Blanche s'est amusée à faire des vidéos en ASMR faites de claquements de chaînes ou bruits de menottes qui montrent des personnes en train d'être expulsées des États-Unis. Le département de la sécurité intérieure a, lui, comparé les immigrés à des Pokémon qu'il faudrait tous attraper. La déshumanisation des personnes sans papier va chaque jour un peu plus loin. Et la police de l'immigration n'a quasiment aucune limite, on y reviendra. Face à tout cela, des mobilisations ont éclaté début juin 2025 dans plusieurs grandes villes démocrates du pays, dont Chicago, Portland ou encore Los Angeles. La Californie étant l'État qui compte le plus d'immigrés sans papier dans le pays, avec 1,8 million de résidents sans titre de séjour. People see these abuses and see ICE abusing its power in this way and they feel angry or scared. So it makes perfect sense that they want to push back against those abuses. You know, they've seen their family members, community members, colleagues, people who they've known for years, essentially just disappeared into the deportation pipeline. And they've had enough of it. En réponse à ces rassemblements, Donald Trump a décidé de faire appel à plus de 2000 membres de la garde nationale contre la population pour protéger les bâtiments fédéraux et les agents de la police de l'immigration pendant leur descente. L'État policier dans toute sa brutalité. The army is here as an extension of the American people, and it is not ever to be used against the American people. Mais tout ceci n'a pas empêché des milliers de personnes de continuer à résister en solidarité avec les sans-papiers face à la violence de plus en plus déchaînée de l'ICE. Selon un sondage commandé par la chaîne CNN en juillet dernier, 55% des personnes interrogées estiment que les expulsions de migrants menées par l'administration Trump vont trop loin. Barrage humain devant les véhicules des agents de ICE pour tenter de les bloquer, les empêcher d'intervenir.
ou d'emmener les interpellés dans des centres de rétention. À Los Angeles, cet homme a failli être écrasé. Beaucoup s'interposent avec leur corps pour tenter de dissuader l'ICE. It just feels better to be doing something rather than crying over videos or being enraged. Les sifflets sont par exemple devenus des symboles de la résistance face à l'ICE, notamment à Chicago. Ces petits objets, distribués par milliers, permettent à ceux qui le veulent de prévenir leur communauté, leurs voisins, de la présence de la police de l'immigration pour qu'ils puissent se rassembler et riposter. So how does this work? Well, you have your whistle on you and you see ICE around, blow 3 short bursts, like this. If ICE is actively detaining someone, blow 3 long bursts. It's an instant alert system, it's affordable, and anyone can do it. It's hyper-local. Ces sifflets ont permis d'attirer les foules, de filmer en masse les arrestations et les violences de l'ICE, d'accumuler des preuves pour peut-être un jour espérer traduire en justice ces agents et l'administration qui les soutient. It's loud, it gets the word out, it lets people know that there's something happening in their community. Neighbors do not want to see their neighbors taken. It can be a very effective way of bringing people together. Quienes lo escuchan saben que puede ser la diferencia entre ser atrapado y deportado por agentes del ICE o no. À Chicago aussi, de plus en plus de commerces résistent et affichent des pancartes interdisant l'entrée de leurs établissements aux agents de la police de l'immigration. De façon générale, les patrouilles citoyennes se multiplient pour tenter de repérer les agents fédéraux avant qu'ils n'arrêtent des immigrés. Mais résister a un coût. S'interposer, c'est aussi risquer une arrestation. Beaucoup de citoyens américains ont été embarqués, menottés ou violentés pour avoir tenté d'empêcher ICE d'intervenir. One of the agents said that you guys got to stop obstructing us. That's why that lesbian bitch is dead. Speaking about Renee Good. When we got to the detention center, we saw probably about 100 people in holding cells. We heard screaming, crying. My friend Brandon was brought into another room for questioning where he was offered money or legal protection in exchange for names of other undocumented people or names of protest organizers. I am just one example of many. I luckily got to come home from that detention center, and most of the people there did not. Certains portent désormais des gilets pare-balles par sécurité. Et ce n'est pas de la paranoïa, on y reviendra. Au sujet de la police de l'immigration et de la répression, on vous conseille cette chronique de Host Politique et le décryptage de Thibaut Isoré pour aller plus loin. On vous l'a dit, la contestation face à l'oligarchie américaine s'est aussi manifestée au-delà des frontières des États-Unis. Au début de l'année 2025, Elon Musk et sa société Tesla ont fait face à une opposition internationale sans précédent. Ce mouvement a été déclenché en février 2025 aux États-Unis, après que Musk a accepté de prendre la tête du Department of Government Efficiency, le DOGE, un organe fédéral controversé lié aux purges administratives menées par l'administration Trump. La campagne de protestation a rapidement pris de l'ampleur. Le 29 mars 2025, des rassemblements coordonnés ont eu lieu dans plus de 250 villes à travers le monde. Elon Musk littéralement affiché sur une de ses usines en Allemagne en train de faire son salut nazi. Enfin, romain. Enfin, son salut. Des actions symboliques ont été menées, comme des sit-ins silencieux devant des concessions Tesla, ou encore des campagnes de collage ciblant les logos Tesla, rebaptisés swastikas par les militants du collectif britannique Everyone Hates Elon. Résultat, les actions de Tesla ont chuté, même s'il est compliqué de savoir si cela est uniquement dû à l'implication politique de Musk. Surtout, le milliardaire mégalo a fini par s'éloigner de la politique pour se recentrer sur ses affaires, après une chute historique des ventes de ses voitures que de nombreux observateurs ont attribué à son positionnement politique. It's actually disadvantageous for me to be in the government, not advantageous. Dans l'Argentine de Javier Milei, surnommé le Trump de la Pampa ou encore le fou, la résistance populaire s'est là aussi vite organisée. Nous vous en avions déjà parlé sur Blast il y a 1 an. Élu en novembre 2023, Javier Milei est un autre symbole de la percée de l'extrême droite à travers le monde. Une majorité des électeurs argentins a choisi cette figure anti-système pour lutter contre l'inflation, la pauvreté et relancer l'économie. 1 mois après son élection, une partie de la population descendait pourtant dans la rue pour protester contre un méga décret de dérégulation massive de l'économie.
Le texte visait notamment à supprimer la protection des travailleurs, l'encadrement des loyers ou encore celui des prix des produits essentiels. Creo que es muy importante frenar esto, porque incluso hasta desde el punto de vista de los derechos democráticos tenemos que discutir qué es esto ya, porque una democracia en el sentido literal no es, porque no te podés manifestar, no te podés expresar, no podés hacer huelga, no podés hacer ni una asamblea en un lugar de trabajo. La présidence de Milei s'est très vite caractérisée par une suppression brutale et systématique des droits sociaux, mais aussi des droits des femmes et des minorités de genre. Dehors Milei, nous voulons un autre monde, d'autres vies où la liberté est réelle. Où il n'y a pas d'enfants qui ont faim, où il n'y a pas de retraités incapables de subvenir à leurs besoins fondamentaux, où il est possible de respirer, de vivre sans violence. J'ai peur, oui, je suis dégoûtée, cela me rend triste. Mais je ne me cacherai pas parce que j'ai peur. Nous avons toujours existé de différentes manières, sous toutes sortes de gouvernements, mais voir le nazisme monter au pouvoir est très difficile à regarder et vraiment terrifiant. Ils veulent nous effacer de l'histoire, nous priver de nos droits et de ce pourquoi nous nous sommes battus. Et les manifestations ont été systématiquement violemment réprimées. Lors d'une marche pour la défense des conditions de vie des retraités, mercredi 12 mars à Buenos Aires, Cristina Delgado, 85 ans, confiait à l'agence France-Presse. « Je crois que le peuple est en train de se réveiller après tant de choses que fait ce gouvernement bâtard. » Elle s'est tout de suite dit indignée de la réponse policière. « J'ai vécu 4 dictatures, mais là, c'est pire parce que c'est en démocratie. » En avril 2025, des milliers d'Argentins manifestaient encore et faisaient grève pour protester contre la politique d'austérité du président argentin qui touche particulièrement les retraités. En 1 an et demi de présidence, le pouvoir d'achat des Argentins n'a pas augmenté. Les syndicats ne sont pourtant pas parvenus à généraliser les mouvements de grève. En mai 2025, Reporters sans frontières alertait, les manifestations en Argentine deviennent le théâtre d'une répression généralisée avec des professionnels des médias pris pour cible par les forces de sécurité. L'opposition à Milei n'a pas pris de forme encore pérenne, et les voix de celles et ceux qui résistent se fracassent contre l'autoritarisme du président. Mais cette opposition a le mérite d'exister et de ne pas être anecdotique. Organiser le désespoir et le sentiment de défaite fait aussi partie de la stratégie des partis autoritaires pour se maintenir au pouvoir, jusqu'au jour où cela ne passe plus. Dans ce contexte, souligner qu'il existe bel et bien des contestations importantes, ce n'est pas être naïf, cela fait aussi partie de la stratégie de résistance de l'opposition. Au Salvador, le président d'extrême droite Nayib Bukele, autoproclamé le dictateur le plus cool du monde, faisait lui aussi face à des contestations sociales. En mai dernier, les habitants se sont mobilisés et ont été violemment attaqués par les forces de police. En septembre, la contestation a repris malgré de fortes répressions. Organizaciones sociales y sindicatos críticos de la administración del presidente Nayib Bukele salieron a las calles a marchar este lunes para denunciar lo que consideran una campaña de acoso a los defensores de derechos humanos. Las organizaciones también criticaron las reformas que permiten la reelección presidencial indefinida, aprobadas por la Asamblea Legislativa y que fueron defendidas por el presidente Nayib Bukele. No se podía que un presidente, ¿verdad?, consecutivamente esté en el poder. Por lo tanto, nosotros condenamos esas reformas, ese tocamiento que ha habido a la Carta. En Italie aussi, l'extrême droite a pris le pouvoir depuis que Giorgia Meloni est devenue présidente du Conseil des ministres en octobre 2022. Mais cela ne s'est pas fait sans résistance citoyenne. Comme par exemple celle de ces syndicalistes qui l'accueillaient quelques mois après son élection avec la chanson antifasciste Bella Ciao. Depuis l'arrivée de la première ministre au pouvoir, les néofascistes sont de plus en plus décomplexés. Et les rassemblements glaçants se multiplient. Ces images ont fait le tour des réseaux sociaux après qu'un voisin ait décidé de mettre Bella Ciao à fond sur ses enceintes pour perturber le rassemblement. Outre ces actes symboliques, l'antifascisme se renouvelle. Et les citoyens chantent Bella Ciao sur les places publiques de Bologne ou encore de Rome. Les
manifestations se multiplient, malgré les manœuvres du gouvernement pour dissuader toute forme d'opposition. Dernier exemple en date, le décret sécurité, adopté début avril, malgré une levée de boucliers de l'opposition et des critiques internationales, notamment de la part des institutions européennes et de l'ONU. Ce décret crée une série de nouveaux délits et renforce les peines. Il criminalise notamment certains actes de désobéissance civile ou formes de protestation syndicale, tels que le blocage des routes ou des voies ferrées, avec des peines pouvant aller jusqu'à 2 ans de prison ferme. Il assure aussi la protection des policiers mis en cause dans des dossiers de violence. Nous considérons cette loi comme la plus importante attaque contre la liberté d'être en désaccord avec le gouvernement de l'histoire de l'Italie républicaine, a déclaré à l'AFP l'avocat Cesare Antetomaso, membre de l'Association nationale des juristes démocrates. Des milliers d'Italiens ont manifesté dans les grandes villes pour protester contre ce nouveau tour de vis sécuritaire. Noi siamo qui in piazza per dire che noi disillusi non ci stiamo, che noi contro un decreto, contro delle modalità di governo appunto che ci vogliono zittire, vogliono anestetizzare la società. Les manifestations massives contre le décret sécurité ont clairement mis la question des libertés au cœur du débat public. Et cela a forcé les médias nationaux et européens à couvrir la contestation et à soulever des critiques officielles contre le texte. En septembre, sous le slogan « Blocchiamo tutto », bloquons tout, l'Italie a connu des mobilisations records. Grève générale, blocage routier, manifestations massives. Parmi les mots d'ordre, la dénonciation du génocide en Palestine et de la complicité des États européens, mais aussi, en creux, une critique du gouvernement Meloni. Quelques jours plus tard, Meloni annonçait pouvoir potentiellement reconnaître l'État de Palestine, et la presse internationale fera un lien clair entre ces déclarations et les mobilisations récentes. En novembre, dans plus de 50 villes d'Italie, des milliers d'étudiants se sont mobilisés sous le slogan « No Meloni Day », des mobilisations qui dénoncent l'austérité budgétaire et s'inscrivent à la suite de celles de ces derniers mois en solidarité avec le peuple palestinien. En décembre, les manifestations contre Meloni continuaient. Et ce, malgré les restrictions du droit de manifester et la répression policière qui se propage en Europe. En Slovaquie, le début d'année 2025 a là aussi été marqué par une mobilisation citoyenne d'ampleur nationale contre le gouvernement de Robert Fico. Récemment revenu au pouvoir avec une ligne nettement autoritaire et pro-russe et grâce à une alliance avec l'extrême droite. Depuis janvier, une série de décisions controversées, dont la suppression du bureau de protection des lanceurs d'alerte et la modification du code pénal ou encore un alignement diplomatique sur Moscou, provoquent une contestation inédite dans ce pays de 5,4 millions d'habitants. La Slovaquie et l'Europe, voilà ce que scandent ces milliers de manifestants dans les rues de Bratislava. Dès le 24 janvier, plus de 60 000 personnes manifestent à Bratislava, la capitale, à l'appel de plusieurs ONG, intellectuels, étudiants et syndicats. Le mouvement s'organise rapidement et s'étend dans de nombreuses villes. Ça, c'était pour les pays où l'extrême droite gouverne clairement. On vous le répète, tout ceci n'est pas exhaustif. Nous avons volontairement omis tout un tas de mouvements dans tout un tas de pays, car sinon la vidéo pourrait durer 25 heures. Mais n'hésitez pas à nous faire part d'autres exemples en commentaire. Surtout, Blast couvre régulièrement les résistances populaires, donc vous pouvez aussi en retrouver des exemples sur notre chaîne YouTube. Maintenant, nous allons vous parler de pays où l'extrême droite n'est pas officiellement au pouvoir, mais où elle gagne dangereusement en puissance et en influence. En Allemagne, l'année 2025 a aussi été marquée par une mobilisation citoyenne intense contre ce que beaucoup perçoivent comme une dangereuse dérive institutionnelle. La coopération, même ponctuelle, entre les partis conservateurs traditionnels, CDU, CSU, et l'extrême droite, représentée par l'AfD, qui n'hésite pas à s'allier avec les néo-nazis. Le détonateur a eu lieu en janvier 2025, lorsqu'un vote au Bundestag a révélé une entente claire entre élus conservateurs et l'AfD pour faire passer une motion visant à durcir la politique migratoire. Cette ligne rouge, jusqu'ici largement respectée en Allemagne depuis la Seconde Guerre mondiale, a soudainement été franchie, provoquant une onde de choc dans le pays. Des milliers de personnes sont alors descendues dans la rue, notamment à Berlin, Cologne, Hambourg, Leipzig, pour exiger le maintien du cordon sanitaire et dénoncer toute normalisation du fascisme. Je suis ici
Oui, parce que j'ai été totalement ébranlée par cette décision hier. Et j'ai peur que l'immigration soit présentée comme la principale menace pour l'Allemagne. Le mot pare-feu était partout lors de cette manifestation à Berlin. Na, ich bin heute gekommen, weil ich das Gefühl habe, hier gerät mächtig was ins Rutschen und es ist gut, wenn wir uns hinstellen und das nicht nur den Parlamentariern überlassen, für unsere Demokratie einzustehen. Tens of thousands turned out in Berlin to rally against the growing popularity of far-right politics in Germany. This party openly shows a racist, discriminatory, and intolerant attitude, and I think it is important to send a signal for a tolerant and active democracy. Et cette même année, un mouvement citoyen a pris une sacrée ampleur en Allemagne. Il s'agit des Grands-mères contre l'extrême droite. En 2025, le mouvement comptait environ 30 000 membres, répartis dans 200 groupes à travers toute l'Allemagne. Elles s'organisent pour consolider ou participer aux manifestations avec des pancartes « Mamie contre l'extrême droite » et interviennent aussi comme soutien à d'autres mobilisations. Le nombre de militantes augmente à vue d'œil. Selon le Nouvel Obs, plus de 100 nouveaux groupes ont été créés après une réunion secrète de l'AfD où un plan de remigration des étrangers avait été présenté il y a un an. Leur but, c'est de transmettre aux plus jeunes les leçons que ces mamies ont tirées du passé. En Croatie, également, alors que, comme partout dans le monde, l'autoritarisme menace, en novembre 2025, des mobilisations antifascistes ont envahi les rues des grandes villes, pour contrer la rhétorique d'extrême droite, notamment suite à des attaques sur des minorités serbes très stigmatisées. Zato što ne pristajemo na društvo nasilja, zato što ne pristajemo na opravdavanje, relativizaciju i normalizaciju fašizma u našem društvu i zato što želimo društvo u kojem će se svi ljudi na prostoru RH osjećati sigurno i biti zbrinuti bez obzira na bilo koju identitetsku oznaku. Pa došao sam zato što je antifašizam jedna svjetska tekovina protiv najvećeg zla koji je ljudski rod ikad snašao i jako je bitno upozoravati na sve devijacije u društvu kada se događaju. Where there is fascism, there is anti-fascism. Anti-fascism does not exist without fascism. Unfortunately, many things have happened recently. And of course, I don't agree with all this. I'm trying to do my best. I'm trying to voice my concerns. Après les marches, la ville de Zagreb a voté en novembre 2025 une résolution interdisant l'affichage de symboles et slogans liés au régime Ustashi, allié des nazis pendant la Seconde Guerre mondiale, lors des événements et dans les espaces municipaux. Cette victoire juridique marque une réponse institutionnelle directe à la pression populaire. En France, la résistance citoyenne à l'extrême droite est historiquement massive dans les rues. Et on a observé une recrudescence des manifestations antifascistes en 2024 et 2025. Le 15 juin 2024, à l'appel de syndicats et d'associations, près de 250 000 personnes ont manifesté dans environ 180 villes, dont 75 000 à Paris, contre la percée du Rassemblement national avant les élections législatives. Une foule massive, réunie dans la bonne humeur. Le discours est clair. Antifascistes chantent ces manifestants à Paris, ou brandissent fièrement leur message contre le RN. Paris, Antifa, Paris, Antifa, la jeunesse, envers le Front National, la jeunesse, envers le Front National. Face à la possible arrivée au pouvoir de l'extrême droite en France, la société civile s'est organisée de façon inédite. Plus de 130 organisations ont lancé un appel à se mobiliser face au Rassemblement national pour défendre une société plus juste et solidaire. Des centaines de personnes ont fait du porte-à-porte pour mobiliser les abstentionnistes à aller voter contre l'extrême droite. La responsabilité de ceux qui ont diabolisé la gauche est énorme. Ce sont les mêmes qui ont banalisé les discours d'extrême droite, le racisme et la xénophobie. Et si on est là, c'est parce qu'on voudrait que demain, ce soit pas encore pire. Des artistes, influenceurs se sont engagés. Et tout ceci a eu un impact. Le taux de participation aux élections législatives a atteint les 66%, un record depuis plus de 25 ans. C'est la France qu'on aime, c'est la nôtre, c'est notre France à nous, celle qui nous rend fiers. Voilà,
Ça, c'était pour ce que le mot « résistance » convoque souvent rapidement dans notre imaginaire. Des mobilisations citoyennes plus ou moins spectaculaires. Mais la résistance à l'autoritarisme passe aussi par des moyens beaucoup moins visibles. Des personnes au sein des institutions qui utilisent les leviers des administrations ou de la justice pour empêcher le délitement de la démocratie. Et ces personnes-là sont beaucoup plus nombreuses que ce que l'on pourrait penser. Il existe aussi de puissants contre-pouvoirs locaux. Ceux des maires, des gouverneurs aussi, aux États-Unis, qui se battent pour préserver les droits et libertés. Face au rouleau compresseur de Trump, Elon Musk et leur gouvernement, la justice est vite apparue comme un des derniers recours pour résister. Dans les 3 premières semaines de son mandat, plus de 70 procès ont été intentés dans le pays contre les abus de pouvoir de la Maison-Blanche, la moitié d'entre eux visant les exactions commises par le département de l'efficacité gouvernementale, dirigé par Elon Musk. La juge Anna Reyes a suspendu l'interdiction des personnes transgenres dans l'armée en invoquant le principe d'égalité et en jugeant que le décret de l'administration Trump était empreint d'hostilité. Un juge fédéral de Seattle a bloqué l'application d'un décret qui vise à mettre un terme aux admissions de réfugiés aux États-Unis en l'estimant illégale et préjudiciable aux intérêts du pays. Un autre juge fédéral de Seattle, dans l'État de Washington, a suspendu le décret limitant le droit du sol en le considérant manifestement inconstitutionnel. En octobre 2025, la juge fédérale April Perry a bloqué le déploiement de 500 militaires américains de la Garde nationale dans la région de Chicago pour appuyer la fameuse police de l'immigration. Elle a estimé qu'il n'y avait aucune preuve crédible qu'il existait un danger de rébellion dans l'État d'Illinois. Tous ces juges fédéraux qui ont annulé des décrets présidentiels au nom du droit sont pris pour cible. Mais il et elle continuent pourtant à résister malgré les pressions. Comme l'explique la juriste Anne Desine dans les colonnes du Monde. Donald Trump a signé plus de 210 décrets qui ont pratiquement tous été contestés en justice. La quasi-totalité des juges saisis ont suspendu l'application ou invalidé ces décrets qui sont en violation de la Constitution ou de la loi. Selon le décompte du juriste Steve Vladek, il s'agirait d'au moins 97 ordonnances rendues par 73 juges différents, relevant de 25 tribunaux et de 10 ressorts d'appel. La résistance est générale car les réponses s'imposent. Le maire de Minneapolis, Jacob Frey, est devenu, à la lumière d'une tragédie courue d'avance, un symbole de résistance aux États-Unis. To ICE, get the out of Minneapolis. We do not want you here. Your stated reason for being in this city is to create some kind of safety, and you are doing exactly the opposite. La vidéo que vous venez de voir fait suite à la mort de Renee Nicole Goode, abattue par un agent de police fédérale de l'immigration le 7 janvier à Minneapolis, la même ville dans laquelle George Floyd a été tué en 2020. Cette femme de 37 ans, poétesse, écrivaine et mère de 3 enfants, a reçu 3 balles dans la tête à bout portant, sous les yeux de sa femme, assise à côté d'elle, alors qu'elle manœuvrait pour dégager sa voiture de la rue devant des dizaines de témoins et de téléphones portables. Elle était présente sur les lieux en tant qu'observatrice légale et bénévole surveillant l'activité de l'ICE dans la ville. But what we do know is that a 37-year-old woman is dead and that she was shot by ICE. They are already trying to spin this as an action of self-defense. Having seen the video of myself, I want to tell everybody directly, that is. Le lendemain, Jacob Frey publie une tribune dans le New York Times. « Je suis le maire de Minneapolis et Donald Trump vous ment ». Le gouvernement ne cesse en effet de mentir sur ce qu'il s'est passé, affirmant que Renee Nicole Goode était une terroriste de l'intérieur ou encore qu'elle était sur le point de rouler sur l'agent qui l'a tuée. You've got to be a little brainwashed to get to that point to where you're willing not just to protest, that's fine. Not peacefully protest, but throw your vehicle in front of legitimate law enforcement officers and drive your car into them. To get to that point, you have to be, I think, radicalized in a very, very sad way. Tous ces mensonges sont répétés inlassablement, malgré les nombreuses vidéos qui prouvent le contraire. La post-vérité à son apogée. Jacob Frey termine ainsi sa tribune. Les villes sont en première ligne en ces heures sombres sur le plan politique. Et il n'est pas le seul maire à se dresser face à Trump depuis le début de son second mandat. Il devient simplement le porte-parole pour tous les autres maires démocrates, mais aussi gouverneurs, confrontés à l'intrusion des forces de l'ordre fédérales dans leurs rues. Le maire de Chicago, Brandon Johnson, a lui aussi défié Trump en interdisant aux forces de l'ordre municipales d'aider la police, ICE ou la Garde nationale. Trump a alors menacé de le mettre en prison. Mais Brandon Johnson ne se laisse pas facilement intimider. Il a récemment appelé à la grève générale.
white people, brown people, Asian people, immigrants, gay people from around this country to stand up against tyranny and to send a clear message to the ultra-rich and big corporations. We are going to make them pay their fair share in taxes to fund our schools, to fund jobs, to fund healthcare, to fund transportation. Democracy will live on because of this generation. Are you ready to take it to the courts and to the streets? Un appel qui résonne avec les manifestations massives qui ont eu lieu partout aux États-Unis depuis le meurtre de Renée Nicole Goode, pour dénoncer la police de l'immigration qui aurait tué 4 personnes et blessé 7 autres depuis septembre. Le tout sans compter les 32 personnes mortes en détention. 3 jours après la mort de Renée Goode, près de 600 rassemblements avaient lieu à travers le pays. This has to stop, and we need to do whatever we can. We can't be silent anymore. I want to say it's so unimaginable that something like this can happen, but on the same token, it's just not in today's world. À plus de 2000 km de là, à Boston, d'autres manifestants brandissent eux aussi des pancartes hostiles à ICE. Ils dénoncent l'opacité de l'enquête fédérale et réclament justice après la mort de cette mère de famille. À Los Angeles, ces manifestants ont dénoncé un régime de terreur de l'ICE et un responsable, Donald Trump. Nous avons un criminel condamné pour président et il enfreint les lois à tout va. Personne ne lui demande de rendre des comptes. Nous sommes donc dans un état de non-droit. Au Brésil, les institutions judiciaires ont constitué un rempart décisif contre le retour de l'autoritarisme. En juin 2023, le tribunal supérieur électoral a condamné l'ex-président Jair Bolsonaro à une inéligibilité de 8 ans, l'écartant de toute fonction publique jusqu'en 2030. Parallèlement, la Cour suprême du Brésil a poursuivi son travail d'assainissement démocratique en jugeant et condamnant les responsables de l'attaque du 8 janvier 2023 contre les institutions à Brasilia, l'écho brésilien du 6 janvier américain, qualifié alors de coup d'État. Des dizaines de militants extrémistes et d'anciens responsables ont ainsi été condamnés pour leur participation à cette tentative d'insurrection. Et surtout, ça a été un véritable coup de tonnerre dans la galaxie réactionnaire. Comment about the former Brazilian president being arrested today? Mr. President, are you willing? Is that what happened? Yes, there's a citation. That's too bad. À l'automne 2025, Jair Bolsonaro a été condamné à 27 ans de prison pour avoir été le chef d'une organisation criminelle ayant conspiré pour assurer son maintien autoritaire au pouvoir après la victoire de son rival de gauche, Lula, lors du scrutin d'octobre 2022. No total, consideradas todas as penas acima fixadas e a existência, como a maioria da turma reconheceu, do concurso material de delitos, fixo a pena final para o réu Jair Messias Bolsonaro em 27 anos e 3 meses. Depuis la fin du mois de novembre, il est donc en prison, notamment car il aurait essayé de s'échapper de son domicile où il se trouvait en détention à résidence. L'ancien président a en effet tenté la nuit dernière de casser le bracelet, extrait d'une conversation avec l'agent qui constate les dégâts. Vous avez utilisé quelque chose pour brûler ça? Un fer à souder. Un fer à souder? Oui, par curiosité. La durée de sa peine pourrait cependant être réduite. En Grèce, les institutions ont également sévi pour empêcher le retour de l'autoritarisme. À l'approche des élections législatives de mai 2023, le Parlement grec a voté une modification de la loi électorale permettant d'exclure les partis dirigés par des criminels condamnés. Cette réforme vise explicitement les LNS, un parti d'extrême droite créé par l'ancien député néo-nazi Ilias Kassidiaris, lui-même emprisonné pour son rôle dans l'organisation criminelle Aube Dorée. La Cour suprême de Grèce a appliqué cette loi et confirmé l'interdiction faite au parti LNS de participer aux élections au motif de la protection de l'ordre démocratique. Dans un arrêt détaillé, 9 juges sur 10 ont estimé que cette formation n'était que le successeur masqué d'Aube Dorée, dont les dirigeants purgent de lourdes peines de prison, et que son programme visait à démanteler l'État démocratique et l'État de droit. C'est la première fois depuis le retour de la démocratie en 1974 qu'un parti était banni d'un scrutin national en Grèce.
En France, vous n'avez pas pu louper ce séisme politique et juridique. Marine Le Pen a été condamnée par un tribunal correctionnel. Elle a été reconnue coupable d'avoir mis en place un système frauduleux pour détourner l'argent de l'Union européenne au profit de son parti et condamnée à 4 ans de prison, dont 2 fermes, 100 000 € d'amende ainsi qu'à 5 ans d'inéligibilité immédiate. Cette décision, puis les différentes condamnations de Nicolas Sarkozy qui ont suivi, démontrent que la justice peut encore agir chez nous comme contre-pouvoir, même si elle est de plus en plus fragilisée. Il y a une forme de résistance qui est particulièrement importante en 2026. C'est celle qui consiste à diffuser de l'information vérifiée. À l'heure de la post-vérité, essayer de rétablir les faits, de s'approcher au plus près de la vérité, c'est aussi participer à lutter contre la montée du fascisme. Rappelez-vous de cette phrase de l'ancien bras droit de Donald Trump, Steve Bannon, qui affirmait que la stratégie était de flood the zone with shit, inonder la zone de merde, à savoir envahir l'espace public d'informations choquantes ou de désinformation. C'est littéralement une des conditions pour que des partis autoritaires puissent être élus, qu'une confusion générale règne. La philosophe Hannah Arendt prévenait déjà en 1974. Quand tout le monde vous ment en permanence, le résultat n'est pas que vous croyez ces mensonges, mais que plus personne ne croit plus rien. Un peuple qui ne peut plus rien croire ne peut se faire une opinion. Il est privé non seulement de sa capacité d'agir, mais aussi de sa capacité de penser et de juger. Et avec un tel peuple, vous pouvez faire ce qu'il vous plaît. Face à cette offensive contre les faits, journalistes, universitaires, influenceurs et surtout citoyens se mobilisent. Aux États-Unis, les grands journaux ont par exemple renforcé leurs cellules de fact-checking sous le Trumpisme. Le Washington Post a tenu un décompte rigoureux des contre-vérités avancées par Donald Trump. Résultat, plus de 30 000 déclarations fausses ou trompeuses recensées en 4 ans. Malgré la pression, des journalistes comme Jim Acosta de CNN ont insisté pour obtenir des réponses, même après s'être fait traiter publiquement de fake news par Trump. One final message. Don't give in to the lies. Don't give in to the fear. Hold on to the truth and to hope. Globalement, c'est une constante dans les pays gouvernés par des dirigeants d'extrême droite. Bon nombre de journalistes résistent. Au Brésil, sous la présidence de Jair Bolsonaro, alors que les attaques contre la presse se sont multipliées, de nombreux grands journaux brésiliens ont continué à contredire le gouvernement en enquêtant sur ses membres et en analysant les fake news qu'ils diffusaient. En 2018, la journaliste Patricia Campos Meio a par exemple exposé un vaste réseau illégal de désinformation pro-Bolsonaro sur WhatsApp durant la campagne électorale. En retour, elle a subi une violente campagne de diffamation à caractère sexiste orchestrée par des proches du pouvoir. Le propre fils du président, Eduardo Bolsonaro, l'a accusé publiquement et sans aucune preuve d'avoir offert des faveurs sexuelles en échange d'informations compromettantes. Loin de se laisser intimider, Patricia Campos Meio a riposté en portant plainte pour diffamation. En janvier 2021, un tribunal lui a donné raison et a condamné Eduardo Bolsonaro à lui verser 30 000 € de dommages et intérêts. À chaque fois que l'extrême droite arrive au pouvoir, c'est toujours la même chose. Elle s'attaque férocement à la presse. En Pologne, après des années de pression politique du gouvernement PiS sur les médias, des médias indépendants financés par la société civile ont émergé, à l'image du site d'investigation Oko.press par exemple, qui fonctionne principalement grâce aux dons de lecteurs et de citoyens et se concentre sur l'investigation et le fact-checking. Le site a 10 ans et rencontre un succès toujours plus important. Sous Viktor Orban, la Hongrie est devenue un cas d'école de destruction de la liberté de la presse. Le gouvernement et ses oligarques proches contrôlent aujourd'hui 80% des médias du pays, après une décennie de rachats forcés, de pression réglementaire et de fermeture des voix dissidentes. Pourtant, lorsque le grand média d'actualité Index.hu a subi des ingérences croissantes, sa rédaction entière a claqué la porte en 2020 pour fonder un nouveau média libre, Telex. Avec un financement participatif massif, plus de 50 000 lecteurs donateurs la première année, Telex s'est imposé comme une source d'information majeure. Et on en vient là au rôle des citoyens. La France est un pays où les médias indépendants ne cessent de grandir, portés par des financements massifs du public, à l'image de Mediapart, Blast, Reporter, Arrêt sur Image, Vert, Street Press, tous ces médias indépendants qui constituent aussi des contre-pouvoirs, n'existeraient pas sans les milliers de personnes qui les soutiennent et partagent leur contenu. Alors, soutenir ces médias, bien sûr, c'est une manière de participer.
Mais les citoyens peuvent aussi être leurs propres médias, collecter eux-mêmes des preuves. C'est pour cette raison que l'on voit souvent des personnes sortir leur portable lors d'altercations avec la police de l'immigration aux États-Unis. Ne pas seulement être témoin, mais documenter les violences ou les mensonges d'un gouvernement d'extrême droite, c'est aussi une manière de résister. Ainsi, Renée Nicole Good aurait pu passer pour une femme violente si l'on croyait les discours du gouvernement et que plusieurs vidéos n'avaient pas été là pour rétablir les faits. C'est la même chose pour George Floyd, assassiné par la police durant la première mandature de Trump, dont les causes de la mort seraient restées mensongères si des passants n'avaient pas filmé et diffusé la scène. Garder une attache aux faits ne passe pas seulement par les vidéos ou les réseaux sociaux. Depuis le début de l'ère Trump, la préservation des données publiques est devenue un enjeu éminemment politique. Dès 2017, des chercheurs, bibliothécaires et citoyens ont lancé des projets comme Data Refuge pour sauvegarder des bases fédérales sur le climat, la pollution et la santé environnementale face aux risques de suppression ou de modification. Et ils avaient eu une bonne intuition, puisque Trump a fait supprimer des milliers de pages de données publiques sur ces sujets. Les initiatives de ce type se sont d'autant plus multipliées qu'en 2025, l'offensive est encore plus destructrice. Le Data Rescue Project 2025 s'inscrit dans cette même volonté citoyenne de préservation du savoir existant, en préservant les données publiques et en s'assurant qu'elles restent accessibles de manière extrêmement coordonnée pour que les archivistes puissent collaborer ensemble via différentes associations. Enfin, en ce qui concerne les médias et la production de l'information, le nerf de la guerre, c'est l'argent. Le collectif Sleeping Giants l'a bien compris. Après l'élection de Trump dès 2016, des citoyens ont fondé ce collectif pour interpeller publiquement les annonceurs dont les publicités apparaissent sur des médias ou sites d'extrême droite pour les inciter à retirer leur soutien financier. Et dans de nombreux cas, ça marche. Grâce à cette mobilisation, des milliers d'entreprises ont cessé de faire de la publicité sur des sites comme Breitbart News ou d'autres plateformes au discours haineux. En France, récemment, le collectif a poussé Leroy Merlin à retirer ses publicités du site d'extrême droite Frontières. Et l'ampleur immense qu'a pris la contestation de ce boycott montre bien qu'ils ont visé juste. La résistance, ce sont aussi des symboles, des images fortes qui vont permettre de redonner de la force à celles et ceux qui se sentent piétinés. Et les plus puissantes viennent souvent de personnes inconnues du grand public qui soudainement se lèvent. L'évêque de Washington, Marianne Edgar Budd, en a donné un exemple avec son discours marquant lors de l'inauguration du second mandat de Donald Trump. Face à lui, droite, la voix posée mais ferme, le regard déterminé, elle s'est adressée directement au président, au milieu de la foule rassemblée dans la cathédrale, et son discours a fait date. In the name of our God, I ask you to have mercy upon the people in our country who are scared now. There are gay, lesbian, and transgender children in Democratic, Republican, and independent families. Some who fear for their lives. The vast majority of immigrants are not criminals. They pay taxes and are good neighbors. Sa prise de parole a été qualifiée de mesquine, nasty, par Trump lui-même et violemment critiquée par ses soutiens. Mais elle restera comme l'un des rares moments où une autorité religieuse de premier plan s'est dressée, publiquement et sans ambiguïté, contre un pouvoir en pleine dérive autoritaire. Ce discours a fait le tour des réseaux sociaux. L'évêque s'est malgré elle retrouvé à incarner une figure de la résistance, au point où des t-shirts et autres produits dérivés avec des extraits de son discours ou son visage se sont massivement vendus juste après. L'un des outils les plus utilisés pour façonner les imaginaires, c'est l'humour. Et comme les journalistes, certains humoristes sont en première ligne face à l'extrême droite. En France, à chaque fois, c'est la même chose. Sur les réseaux et dans les médias, l'extrême droite crée une polémique, s'insurge et monte en épingle un sujet. Elle fait tellement de bruit que le gouvernement ou même les médias où ont été diffusées ces blagues finissent par se ranger de son côté. Ainsi, Pierre-Emmanuel Barré a été attaqué en justice par le ministre de l'Intérieur pour une chronique. Des viols, des mutilations, des meurtres et des mecs qui se filment en train de faire tout cela en se marrant. En fait, la police et la gendarmerie, c'est Daesh avec la sécurité de l'emploi. Voilà comment a conclu Pierre-Emmanuel Barré et ses 5 minutes de chronique donc dans l'émission La Dernière. L'année précédente, Merwan Ben Lazar, cible récurrente de l'extrême droite, a été attaqué avec une virulence exceptionnelle en février 2025 parce qu'il est racisé et porte une barbe. Dans les deux cas, le pouvoir macroniste finit par emboîter le pas aux invectives de l'extrême droite en se rangeant de son côté. Chez Bolloré, ça fait longtemps qu'on ne laisse plus les humoristes critiquer l'extrême droite, mais ces dernières années, l'offensive contre l'humour critique s'est décomplexée.
Et les exemples d'humoristes attaqués avec virulence par l'extrême droite ces dernières années sont nombreux. Bref, l'humour, ça peut aussi être un outil de résistance ou de dénonciation qui dérange l'extrême droite. Encore une fois, il ne s'agit que d'une petite poignée d'exemples, mais il y en aurait beaucoup d'autres à rajouter et à créer. J'ai eu une semaine un petit peu stressante. Voilà, après peut-être que je l'ai cherché. Je m'appelle Mao Drama. On n'entend jamais Carole Bouquet se plaindre des fleuristes. Les avocats, ça coûte cher. Et c'est pas toujours que 3 députés RN portent plainte contre toi. Après, bon, pour Guillaume Meurice, ça s'appelle un mardi. Voilà. Pourtant, les humoristes résistent, tout comme le public qui les soutient fermement. En allant à leur spectacle. La juge, elle commence à dire Marine Le Pen est condamnée à... Et là, Marine Le Pen, elle s'enfuit en courant. Comme si ne pas écouter le... Ça allait annuler la décision de justice. Mais c'est une décision de justice, hein. C'est pas une chanson de Sinsemilia. Hein. Ou en écoutant leurs émissions, par exemple. Bonsoir, bienvenue à tous dans l'heure de trop. Il dit n'importe quoi, vous dites n'importe quoi. Vous dites n'importe quoi. C'est l'islam qu'on n'aime pas, ça. Mais on le déteste. L'humour ne détruit pas un pouvoir autoritaire, mais il le prive de son aura, de son sérieux, de sa prétention à incarner le pouvoir. Aux États-Unis, en septembre dernier, l'humoriste star Jimmy Kimmel a été suspendu par la chaîne ABC après avoir accusé la droite d'exploiter politiquement la mort de Charlie Kirk. À Portland, celles et ceux qui résistent face à la politique autoritaire de Donald Trump le font avec humour et dérision en organisant des rassemblements joyeux et festifs devant les centres de détention de la police anti-immigration. Ils portent des costumes de grenouilles, de licornes, de dinosaures pour se moquer de l'image apocalyptique que Donald Trump donne de leur ville. Ces rassemblements sont en contraste évident avec les prises de parole du gouvernement qui traite ces manifestants de voyous antifascistes ou encore d'anarchistes. President Trump will end the radical left's reign of terror in Portland once and for all. En octobre 2025, ces images ont fait le tour du monde. La grenouille antifasciste de Portland est devenue le symbole de la résistance à l'ICE. Sous le costume, un jeune homme de 25 ans d'origine mexicaine, Cés Todd. So I'm out here protesting in a frog costume to, especially in a frog costume, just to show how ridiculous the notion that we are violent terrorists is. It's just to showcase how that narrative is wrong and does a lot more damage than good. Ce même Jimmy Kimmel, qui a finalement pu retrouver l'antenne après le scandale international que sa suspension a provoqué, s'est d'ailleurs moqué du Trumpisme suite à la réaction disproportionnée du pouvoir. So if you live in Portland, Chicago, Memphis, DC, any of the cities where Trump is sending in the National Guard to protect you from squirrels, I don't know. We want to see it. We want to see what's going on. So please make a video of your war-torn community and post it to YouTube with the hashtag #ShowMeYourHellhole. Des milliers de personnes ont réagi avec des vidéos humoristiques pour rétablir la vérité. Hey Jimmy, I'm here in Portland. Just wanted to show you what the conditions are like out here. People are buying books, they're out for strolls. I've seen people eating pizza. Cet humour, on le retrouve lors de manifestations en Hongrie. En avril 2025, alors que la Gay Pride est interdite, un collectif organise une contre-manifestation. 20 000 participants, habillés de gris, en opposition aux vêtements traditionnellement colorés de ce type de représentation, défilent au cri de « Soyons tous pareils » ou encore « À bas l'arc-en-ciel des couleurs, à bas la différence ». On les croirait sortis tout droit d'une calotte glaciaire après un hiver particulièrement rude dans un monde monochrome. Sauf que le plus dur est peut-être encore à venir dans un pays où la diversité devient chaque jour un peu plus un délit. Et c'est tout le sens de cette énième manifestation. Ironie finale, le tracé de la manifestation forme un pénis. Quelques mois plus tard, le 28 juin, 200 000 personnes défilent cette fois aux couleurs de la Pride dans les rues de Budapest. Ce défilé, le plus grand de l'histoire hongroise, traverse le centre-ville et franchit le Danube sous d'immenses arcs-en-ciel, symbolisant une fronde ouverte contre le gouvernement d'extrême droite. L'humour peut également prendre la forme de contenus viraux sur Internet, comme les mèmes qui circulent sur l'extrême droite. En France, un jeu des 7 familles a même été créé par le collectif antifasciste La Horde, 3 semaines après la plainte contre Pierre-Emmanuel Barré. S'amuser en luttant contre le fascisme, c'est la promesse des créateurs. Rebelote, dans la foulée, une plainte du ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, a été déposée pour la carte flic raciste de la BAC, jugée comme une offense aux forces de l'ordre. C'est porter atteinte quelque part à l'honneur, au travail qui est fait par l'ensemble des policiers. C'est en fait du police bashing tout simplement, c'est stigmatiser un peu plus les policiers. Le résultat a été sans appel, cette surmédiatisation a fait bondir les ventes du jeu.
Bref, l'humour est un outil de résistance, encore une fois. Il ne s'agit que d'une poignée d'exemples, mais il y en aurait beaucoup d'autres à rajouter et à créer. Ce n'est pas un hasard si les régimes fascistes ont à ce point utilisé l'art comme un moyen de propagande. Les régimes fascistes ont conscience de son pouvoir. C'est d'ailleurs à la projection du film antifasciste Z de Costa Gavras que des militants néo-nazis se sont attaqués aux spectateurs à Paris en février 2025. Le cinéma est depuis longtemps un endroit de dénonciation du fascisme, d'explication de ses rouages, permettant de faire passer des messages clairs tout en touchant la sensibilité des spectateurs. Au Brésil, de nombreux artistes qui écrivaient des chansons contre la dictature ont par exemple chanté lors d'une manifestation à l'automne 2025 contre une proposition d'amendement à la Constitution par la droite et l'extrême droite pour donner plus de protection aux parlementaires poursuivis par la justice. Tudo demorando em ser tão ruim. Sem anistia e com democracia. Esse é o Brasil bonito. C'est aussi en musique que des manifestants états-uniens empêchent les agents de l'ICE de dormir en jouant de la batterie, de la trompette ou en tapant sur des casseroles devant leurs hôtels. Ce qui a finalement poussé certains d'entre eux à partir. L'opposition, ça peut aussi passer par des dessins ou des affiches, à l'image de Dugudus par exemple, street artiste parisien engagé. En Argentine, Murga, une formation musico-théâtrale traditionnelle uruguayenne, argentine et espagnole, s'engage contre le pouvoir argentin d'extrême droite avec un concert-spectacle en tournée dans tout le pays. Hay un pueblo que protesta contra el gobierno cipayo que lo quiere a Donald Trump. Hay un pueblo que protesta contra el gobierno cipayo que lo ama a Donald Trump. Comme l'explique Arnaud Idelon que nous avions reçu à Blast, la fête peut aussi être un moyen de résistance. En France, il y a par exemple un festival antifasciste qui a fait beaucoup de bruit à Lyon il n'y a pas longtemps, d'abord interdit puis finalement réautorisé. Comme le disait l'anarchiste russe Emma Goldman, « Si je ne peux pas danser, ce n'est pas ma révolution ». La résistance n'a pas à être triste et austère. Certains vont manifester en glissant contre le fascisme. Tandis que depuis plusieurs années, de nombreux collectifs redoublent de créativité pour contribuer à toute forme de résistance, à l'image des innombrables associations qui aident les personnes visées par l'extrême droite. Un dernier exemple pour la route, l'internationale boulangère mobilisée l'IBM qui fabrique du pain pour les militants et les personnes exilées à Calais, entre autres. Parce que pour certains, résister, c'est prendre soin de soi et de celles et ceux qui ne dorment plus pour contrer le fascisme. Ce qu'on a voulu vous montrer, avec ces quelques exemples, c'est que le premier pas de toute résistance consiste d'abord à refuser une situation donnée. Et cela peut passer par une centaine d'actions différentes pour éclairer la nuit. Comme souvent, nous allons terminer avec une citation, ici, Victor Hugo, qui reste intemporelle. « Tenter, braver, persister, persévérer, s'être fidèle à soi-même, prendre corps à corps le destin. Étonner la catastrophe par le peu de peur qu'elle nous fait. Tantôt affronter la puissance injuste, tantôt insulter la victoire ivre. Tenir bon, tenir tête. Voilà l'exemple dont les peuples ont besoin et la lumière qui les électrise. » La montée internationale des extrêmes droites à laquelle nous assistons, dans des pays que nous avons appris à appeler démocratie en grandissant, ne se fait pas sans résistance. Partout à travers le monde, des citoyens et citoyennes refusent, à leur manière, l'avènement de la haine, de l'intolérance et du recul des libertés. Certains et certaines risquent littéralement leur vie pour ces idéaux, alors que d'autres trouvent des moyens de résister au quotidien. Au regard de tout ce que l'on vient de vous exposer, une chose apparaît clairement. Rien n'est jamais totalement joué. Au moment même où des dirigeants testent les limites de l'état de droit, des foules se mettent en marche, des juges tracent encore des lignes rouges, des artistes, des humoristes, des militants ordinaires fissurent le récit triomphant d'un nouveau fascisme. Résister, ce n'est pas seulement descendre dans la rue. C'est aussi refuser la normalisation d'un discours de haine dans un repas de famille, soutenir un média indépendant, adhérer à une association, partager une vidéo ou même aller voir un spectacle engagé. Ce sont des gestes individuels qui, lorsqu'ils s'inscrivent dans le collectif, dans une démarche systémique, fabriquent un climat dans lequel l'extrême droite rencontre de la résistance et pas seulement de l'indifférence. Alors non, l'arrivée ou le maintien au pouvoir du fascisme n'est pas inéluctable. C'est un rapport de force, en permanence renégocié.
Et dans ce rapport de force, chacun et chacune d'entre nous a un rôle à jouer. On espère que cette vidéo vous a redonné un peu de force. Encore une fois, on est vraiment désolé d'avoir omis tant d'exemples de résistance. L'émission fait 1 heure, elle ne regroupe qu'un minuscule échantillon de ce qui existe. Il nous a fallu faire des choix difficiles pour que cette émission soit d'une longueur acceptable. Nous n'avons pas abordé le cas de la résistance au pouvoir israélien, qui est pourtant bien un gouvernement d'extrême droite génocidaire. Le puissant mouvement de résistance qui a vu le jour partout à travers le monde s'oppose au massacre des Palestiniens, à la négation de leurs droits les plus fondamentaux et à la volonté de les exterminer. Il est chaque jour plus important malgré la répression. La gravité des faits, largement documentés sur notre média, mérite selon nous une contextualisation et une vidéo à part entière. Il y en a déjà plusieurs à regarder sur Blast et nous allons évidemment continuer à les documenter. Sur ce sujet, nous vous invitons d'ailleurs à visionner le documentaire sur le Madeleine, paru tout récemment sur Blast, mais sanctionné par l'algorithme, qui est consacré à cette question de la résistance face au blocus humanitaire sur Gaza. Il a valu à notre collègue Yanis Mamdi d'être emprisonné. Pour toutes ces raisons, nous souhaitons produire d'autres émissions sur les résistances contemporaines. Et nous espérons que la vidéo que vous venez de voir en sera le premier volet. N'hésitez pas à nous dire en commentaire les mouvements, les pays qui vous intéressent, afin que nous puissions continuer à documenter au maximum ces dynamiques. En attendant, on vous rappelle que Blast est un média indépendant et que nous avons besoin de votre soutien pour pouvoir continuer à documenter tout ça. Alors si ce contenu vous a plu, n'hésitez pas à le partager sur vos réseaux sociaux ou à nous soutenir financièrement sur blast-info.fr. Et nous, on vous dit à très bientôt.